Salut l'équipe, on est le lundi 10 février 2025 et le week-end qui vient de passer avait bien mal commencé avec la défaite de notre 15 de France face à ces satanés anglais. Ça fait jamais plaisir, mais il s'est terminé sur les chapeaux de roue avec la victoire de mes Philadelphia Eagles dans le Super Bowl numéro 59. Merci Jalen fucking Hurts, merci Saquon fucking Barkley, merci Cooper fucking DeJean. Vous m'avez fait rêver et on va en parler un peu plus en détail. Bienvenue dans le Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Oh. Allez nous casser les couilles là. Ah là, on est bien. Et oui, donc vous l'aurez compris, pas mal d'actu assez chaude à débriefer en ce lundi. Comme tous les lundis pour m'accompagner maintenant depuis 2 semaines, mon poteau, mon ref, Johnny. Comment ça va la MIF? Qu'est-ce qu'on a maté ce week-end à la télé un peu? Ça va, un peu en meilleure forme que toi, je pense. Et comme je te disais en off, vu que je suis un gros bandeur, je suis passé à Nike Factory me prendre un maillot de ma nouvelle équipe préférée. Non, je rigole, mais il était en promo, tu connais, donc voilà, on en a profité. Les bonnes affaires de la Nike Factory, on connaît. Voilà. Et ce week-end, qu'est-ce qu'on a maté ce week-end? On a maté DDP Strickland. Donc Dricus, Duplessis, juste ce combat. Ensuite, j'ai maté la première mi-temps du crunch. J'ai pas pu mater la seconde. Oh là là, c'est pour ça qu'on a perdu du coup. T'as porté la poisse. J'ai maté Angers-Marseille et la fin du match des Spurs et la fin de Phila Bucks parce qu'après j'ai enchaîné sur le résumé des demi-finales de conf ou des finales de conf. Et après, j'ai maté le début du Super Bowl, juste le début, mais je devais aller au lit, quoi. Ah ouais. Moi, je devais aller aussi au lit, mais j'ai quand même enchaîné pour mater mon équipe, mes Eagles, ravager absolument les Chiefs de Patrick Mahomes. Donc, on va en parler dans pas longtemps. Mais sinon, ouais, j'ai regardé à peu près comme toi. Je matais un peu de foot aussi, quand même. Atlético Real, samedi et PSG Monaco. Voilà, j'étais curieux. Bon, PSG Monaco plus le résumé et les buts, mais voilà, j'étais curieux et Paris me fait bien plaisir en ce moment. Un peu Paris vendredi soir aussi. J'avais un petit apéro et j'ai pu l'entremater, quoi. On l'a laissé en fond. Et voilà, et comme tu sais, les vrais sont là depuis le début. Voilà. On ment pas, nous, fans des Eagles depuis toujours. Toi, t'es pas là, Taylor Swift, Travis Kelce, mais non, cool. Non, toi, t'es un vrai, toi. Les vrais sont là, voilà. J'ai ma petite tasse des Eagles, donc nous, on raconte pas des mensonges, quoi. Putain, tu sais que je voulais absolument mettre un truc des Eagles ce matin. Je me suis rendu compte que j'avais tout, j'avais plus rien chez moi, quoi. T'avais pas une espèce de hoodie ou un maillot, non? Si, j'avais plein de trucs, mais j'ai tout laissé, soit chez mes darons, soit aux US. Donc j'ai plus grand chose. Ok, malheureusement. Bon, j'ai quand même mis du vert aujourd'hui pour représenter tout ce que j'avais de vert. Je l'ai mis sur moi. Très bien. Comme on peut le dire à nos nombreux auditeurs, t'es un fan des Eagles, des Sixers. T'as vécu à Phila quelques années. T'as fait tes études là-bas, donc. La famille qui est originaire de là-bas aussi. Donc le passeport est validé, quoi. Ouais, voilà. Je suis pas un fake. J'ai pas sauté dans le train de la hype, quoi. Bon, du coup, Pierrot, comment t'as vécu toi ce Super Bowl, objectivement et après subjectivement? Objectivement, honnêtement, c'était pas le match de l'année. Hein. Il y avait beaucoup d'attentes avant ce match-là. C'était peut-être l'un des Super Bowls les plus indécis de ces dernières années, avec d'un côté les Chiefs de Patrick Mahomes qui visaient le premier triplé de l'histoire de la NFL et le premier des sports majeurs américains depuis les Lakers de Kobe et Shaq dans les années 2000. Donc voilà, c'était vraiment un match pour l'histoire pour eux. Tout sport confondu, hockey, NBA, les 4 NFL, sports majeurs, baseball, ok, putain, ça aurait été incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, il y avait ça et de l'autre côté, les Eagles, une des toutes meilleures équipes de la ligue, qui avait été battue sur le fil d'ailleurs au Super Bowl il y a 2 ans par ces mêmes Kansas City Chiefs. Donc voilà, gros esprit de revanche. Mais ce qui changeait cette année, c'était la présence de Saquon Barkley, la star de la ligue cette année, un des meilleurs joueurs, le meilleur running back de très très loin. Il a fait une saison historique également, des performances qui n'ont pas été vues depuis des décennies, et qui a amené cette équipe jusqu'au Super Bowl. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne suivent pas forcément de fou le foot US,
il est arrivé la saison dernière à l'intersaison des New York Giants, qui sont un des plus gros rivales de Philadelphie. Ouais. Et voilà, juste les Giants n'étaient pas sûrs de vouloir le re-signer, donc ils lui ont dit va tester un peu le marché, va voir les offres que tu as. Et je pense qu'aujourd'hui ils doivent bien s'en mordre les doigts, parce que c'était un peu le poster child un peu de la franchise, et ils l'ont laissé partir comme ça, et il nous réussit plutôt très bien. Ok, c'est un peu bon, il y a pas de titre encore, mais c'est un peu les Clippers qui laissent partir Shai à OKC, quoi. Ouais, mais c'est encore pire, parce que là c'est vraiment dès la saison d'après, il amène l'équipe au Super Bowl, et on verra cette année, hein. Moi, ça fait déjà 2-3 saisons, mais en plus c'est comme si t'avais fait un échange Paris-Marseille, quoi. C'est les deux plus gros rivaux de la ligue quasiment, donc voilà, ils se bouffent bien les couilles aujourd'hui, et après le match en lui-même, honnêtement, c'était pas un match de fou, car les Eagles sont complètement dominés de la tête et des épaules les Chiefs, et alors qu'on s'attendait à un match ultra serré, on a eu une démonstration de la part des Eagles, et le match était joué assez rapidement. Ok. Moi, je suis pas un fan inconditionnel de foot US. Première raison, parce que j'y connais rien. Donc je me suis un peu penché sur le sujet ce week-end. J'ai un peu essayé de regarder c'était quoi les règles, etc. Et je dois avouer, putain, que c'est un sport, je pense que je vais m'y passionner la saison prochaine, parce que je pense que c'est un sport qui mérite d'être connu en Europe, en France, qui a plein de règles. Donc tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Vas-y. On va essayer de faire les règles un peu pour les noobs. Vu que je suis un noob, tu me dis si, en gros, on va mâchouiller le truc. Hein. Ouais. Donc, en gros, il y a des phases d'attaque, des phases de défense. Chaque équipe a 3 équipes en tout. Une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense et une équipe bonus, en gros, pour les coups unité de pied, spéciale, ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est des quarts-temps de 1/4 d'heure. C'est ça. Donc, à la mi-temps, à la première demi-heure. Et le but du jeu, c'est de marquer des points dans l'ensemble. Et tu peux marquer des points de plusieurs façons, en mettant des touchdowns, en mettant des coups de pied, des fly, je sais pas quoi. Field goal. Voilà. Et le but, c'est de progresser progressivement, du coup. C'est un pléonasme sur le terrain par 10 yards, 10 yards par 10 yards. C'est ça? C'est ça. En gros, 4 tentatives au début. Exactement. Okay. En gros, tu progresses petit à petit le long du terrain pour arriver dans la zone d'en-but de l'adversaire, et tu as 4 tentatives à chaque fois pour faire ces 10 yards. Et si tu arrives au bout de 1, 2 ou 3 tentatives, ça repart à 0 et tu as à nouveau 4 tentatives pour faire tes 10 yards. Et ce qui est très intéressant dans le match d'hier, c'est que la défense des Eagles a été tellement forte en première mi-temps que les Chiefs, donc qui sont une des meilleures équipes de la NFL, n'a réussi qu'une seule fois à obtenir une première tentative dans toute la première mi-temps. Ça veut dire qu'une seule fois, quand ils avaient l'attaque, ils ont réussi à progresser de 10 yards au moins en 4 tentatives, et ils ont quasiment du coup jamais touché le ballon, parce qu'ils étaient obligés de rendre le ballon aux Eagles quasiment dès que leur phase d'attaque commençait. Et donc voilà, c'est comme ça que les Eagles ont vraiment étouffé l'attaque des Chiefs et les ont complètement anéantis. Ouais, mais voilà, je te dis, c'est partiel. Je vais m'y pencher beaucoup plus sérieusement dans les prochains mois pour commencer à suivre la saison prochaine. Et c'est un sport dont le collectif est prédominant, où les individualités, paradoxalement, n'ont pas vraiment leur place, mis à part, on peut dire, le quarterback. Il faut avoir un quarterback surpuissant, surprécis, j'imagine, pour gagner des matchs. Mais j'ai adoré. Donc une équipe d'attaque, une équipe de défense, on switch, un quarterback, un receveur, des ailiers, des protecteurs, etc. Non, c'est passionnant. Ouais, du coup, pourquoi tu penses que en Europe, en France, c'est pas aussi populaire parce qu'il y a le rugby, peut-être? Je pense pas que ça soit forcément ça. La cible est pas forcément la même. Et puis, c'est pas parce que tu aimes le rugby que tu vas forcément aimer le foot américain juste parce qu'il y a des contacts. Mais je pense que c'est compliqué à suivre déjà en Europe, parce que il y a forcément le décalage horaire. Tu vois, tu veux regarder un Super Bowl, ça veut dire que tu te tapes une nuit blanche. Il y a moins de matchs. Donc,
t'as pas comme avec la NBA qui est vraiment en train de se développer en France, où tu peux aller voir les highlights direct le lendemain et tout. Ce qu'il y a de bien avec beIN, là, c'est qu'ils font le NFL Extra, donc comme ce qu'ils font pour la NBA, une fois par semaine avec les résumés de tous les matchs, du week-end, etc. Donc ça, c'est bien cool pour s'y mettre. Et tu as en général un match le dimanche soir qui est relativement tôt, qui est regardable, quoi. Mais ouais, et puis je pense qu'après, il y a aussi... il y a eu un gros essor dans les années 2010, je dirais. Il y avait pas mal de clubs qui se formaient en France et en région parisienne notamment. Mais je pense qu'au final, tu as un manque d'infrastructure, un manque de joueurs. Donc, c'est dur de créer cette émulation autour du sport quand tu n'as pas beaucoup de pratiquants dans le pays, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais commencé à regarder NFL Extra, mais vu que j'y pipais rien et que j'avais pas pris le temps de m'y intéresser, j'avais lâché. Maintenant que je commence à connaître un petit peu les règles, il me tarde d'en regarder des matchs. Donc ça, c'est génial. Mais je disais ça par rapport au rugby parce que je trouve que quand même il y a des similitudes hors les contacts. Il y a cette façon de progresser sur le terrain et d'être en équipe. Ouais, et puis, après la forme du ballon aussi. Ouais, après moi la grosse différence, c'est qu'au rugby t'as quasiment jamais de temps mort au final, alors que là c'est vraiment t'as une action de 10 secondes, ça s'arrête, tu reprends, etc. Donc voilà, le tempo est quand même très très différent, et je pense que c'est peut-être la difficulté quand tu passes de l'un à l'autre, c'est t'adapter à un jeu continu comme ça. Bien sûr. Et pour revenir un peu au match, du coup, comme tu disais, une défense de fer, c'est ce qui a caractérisé les Eagles là toute la saison, sur les demi-finales, sur les finales de conf. Et ça n'a pas raté pendant le match, hein. Il y a eu une interception de dingo, un petit peu le tournant du match. Donc, carrément. Donc incroyable, quoi. Ouais, et là c'est vraiment t'as une citation célèbre qui dit l'attaque te fait gagner des matchs et la défense te fait gagner des titres. Bah là il y a pas meilleur exemple, parce que on avait déjà une très bonne attaque, hein, avec, je l'ai dit là, Saquon Barkley, la star de l'équipe, mais c'est pas forcément lui qui a été déterminant. C'est vraiment la pression que la défense a mise à Patrick Mahomes. Il avait jamais le temps de bien se mettre en place pour lancer la balle, pour mettre en place son attaque. Il s'est fait saquer, donc taclé par la défense beaucoup de fois, surtout en deuxième période. Il n'avait pas beaucoup de temps pour lancer la balle, et du coup toute cette pression, ça engendre des erreurs, comme tu l'as dit, l'interception qui en plus amène un touchdown du rookie. C'était son anniversaire le jour du Super Bowl. Incroyable. Il marque un touchdown sur une interception comme ça. Lui, il a dû passer une bonne soirée à la Nouvelle-Orléans après. Cooper de Jean. Donc voilà, vraiment la défense des Eagles. Et du coup, ça fait, comme tu l'as dit, tournant du match. On tourne à 24-0 à la mi-temps, et après, les Eagles n'avaient plus qu'à tranquillement gérer le score, quoi. Alors, j'ai pas la stat exacte, mais c'est une des équipes qui a fait le plus d'interceptions durant la saison. Et par contre, stat amusante, ils ont fait qu'un match à plus de 30 points en saison sur 18 ou 19 matchs. Donc encore une fois, ça montre bien que la meilleure attaque, c'est la défense. J'ai inversé l'expression. J'ai vu. J'avais capté la petite subtilité. Mais voilà, quand je me suis réveillé ce matin, déjà j'ai pensé à toi et j'étais là, mais trop bien, quoi, trop bien. Fly, Eagles fly, quoi, genre, génial. De ouf. Et juste un petit mot sur le MVP du Super Bowl, Jalen Hurts, qui est notre quarterback depuis maintenant 5-6 ans, je pense, 5 ans. Donc il avait déjà gagné le titre à l'époque. Il n'était pas là, je crois qu'il arrive la saison d'après, après le titre de 2018. Et voilà. Après, le titre de MVP du Super Bowl, quand il n'y a pas une performance vraiment hors du commun d'un joueur qui fait vraiment gagner son équipe, c'est souvent le quarterback. Mais pour moi, vraiment, le MVP du match, c'est la défense tout entière des Eagles, quoi. Alors, on y viendra à la fin de l'émission. Mais dans les MVP de la semaine, j'avais rajouté le collectif des Eagles. Ce sera certainement lui. Bonne suggestion. Et par contre, un qui ne sera pas MVP de la semaine, c'est Kendrick Lamar, qui nous a fait un show du Super Bowl, de la mi-temps du Super Bowl, mi-figue, mi-raisin. Ah ouais, il avait la flemme. Ah bah ouais, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait la flemme, gros. Il a fait un truc, enfin la scénographie était pas ouf. Il a fait ses sons, il a fait DNA, il a fait Humble, et après il a fait le son sur Drake là, qui est sorti cette année. Mais voilà, moi j'attendais tellement plus. Enfin, c'est un artiste que je kiffe de ouf, qui a tout raflé au Grammy cette année et tout, donc je m'attendais à ce qu'il
qu'il amène autre chose sur la mi-temps, quoi. Ok. Un peu déçu. Pour conclure, est-ce que cette victoire est gravée dans l'histoire légendaire face à cette super team des Chiefs de Mahomes, une équipe qui est rodée depuis 4-5 ans, où il y a aucun accro, où les rouages sont au millimètre. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est légendaire? Déjà parce que c'est le deuxième titre de leur histoire et d'autant plus face à cette équipe. Ah ouais, bah clairement, hein, je trouvais que le parallèle est intéressant avec le Real Madrid, un peu avec le Kansas City de Mahomes, Ouais. où tu sais, t'as l'impression que ils vont toujours gagner quoi qu'il arrive. Tu paries jamais contre eux parce qu'ils sont trop solides. Ils ont même un peu les polémiques arbitrales qui allaient toujours en leur faveur et tout ça. Donc ouais, c'est vraiment historique parce que même si les Eagles sont une super équipe, qu'ils avaient des joueurs de fou, tu disais il y avait presque un truc mystique qui faisait que Patrick Mahomes et les Chiefs ne pouvaient pas perdre. Et il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient rentrer Patrick Mahomes dans la conversation du GOAT du football américain, parce que même s'il a beaucoup moins de bagues que Tom Brady, il aurait pu en remporter une troisième d'affilée, ce que personne dans ce sport n'a réussi à faire. Donc ouais, vraiment la clim des Eagles à Kansas City, elle est historique, ouais, c'est sûr. Normal. Et pour finir, c'est Kevin Hart qui est fan des Eagles, qui a appelé ses piafs le nom des... comment on appelle ce poste? C'est les quarterback et running back. Il avait un aigle qui s'appelait Jalen et l'autre qui s'appelait Saquon. Vidéo est très marrante. Je vous invite à aller la voir sur les réseaux. Il fait beaucoup rire. Très bien. Bon, on va passer du rire aux larmes. Ah putain. On va passer au crunch. C'est fort en chocolat. Pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot? Bah gros, qu'est-ce que je te dis? On se bouffe le match tout seul. On doit tourner à la mi-temps avec 20 points d'avance. Si en première mi-temps, on fait tomber quoi? 3 ou 4 ballons d'essai où t'as l'impression que le mec, Penaud, il en fait tomber 2. Même Dupont en fait tomber 1. Enfin, on se bouffe le match tout seul, quoi. Ils avaient les mains savonneuses. C'est pas possible, quoi. C'était des briques à la place des mains. Ah, j'ai jamais vu ça, honnêtement. On a fait, je crois, il y a un moment, c'est au tout début de la deuxième mi-temps, il dit qu'on a déjà plus de 10 fautes de main. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, on se bouffe le match tout seul parce que vraiment, pendant tout le match, j'ai l'impression qu'on est largement supérieur aux Anglais, que ce soit dans l'occupation, dans les impacts, dans la production générale du match. Mais en fait, à cause de toutes ces erreurs et de ces ballons qui échappés, bah, tu tues pas le match. On ne fait jamais un gros break qu'on aurait dû avoir dès la mi-temps. D'ailleurs, Galtier le dit à son interview à la mi-temps, on a des occasions, mais maintenant, il va juste falloir les mettre. Les concrétiser, ouais. Et voilà, à cause des erreurs bêtes, on laisse les Anglais dans le match. Et après, il faut leur donner du crédit aussi de s'être accroché, de ne pas avoir lâché, d'avoir su se servir de l'ambiance de Twickenham à la fin pour tout faire basculer. Je pense qu'ils avaient encore en travers la défaite d'il y a 2 ans. Hein. Ouais, bah, défaite historique, la plus large défaite des Anglais à Twickenham, forcément. Il fallait l'effacer, entre guillemets, des tablettes, celle-ci, quoi. Donc, prendre sa revanche à domicile contre l'équipe de France. Moi, j'ai trouvé Dupont un peu en dessous, un peu en deçà, quoi. Ouais, clairement, il fait pas son meilleur match. Hein. Ouais, et Jalibert, tu sens que... il fait un match correct, mais bon, vu qu'il y a la défaite, est-ce qu'on peut dire qu'il fait un bon match? Pas sûr. Et après, même sur j'ai vu la stat sur les plaquages, là, il en rate 5 sur 10. Donc, ouais, match compliqué pour lui, alors qu'il avait quand même beaucoup à prouver. Beaucoup à prouver, surtout après ce qui s'est passé suite au dernier rassemblement, où on saura jamais vraiment ce qui s'est vraiment passé, mais on dirait un peu que c'est des caprices de je suis pas titulaire, alors que c'est moi qui devrais être titulaire. Enfin bon. Je veux rentrer chez moi, je suis déprimé. Ouais, je sais pas trop. Moi, j'ai du mal un peu avec ça. Déjà, t'as la chance d'être rugbyman professionnel, sportif professionnel. T'as d'autant plus la chance d'aller en équipe de France. Je sais pas, t'es pas là. T'as pas le droit d'avoir le comportement qu'il a eu pour moi. Ouais, après, même si on connaît pas l'envers du décor, exactement, précisément. Ouais, c'est compliqué si le mec est pas bien dans sa tête à ce moment-là. Est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il prenne un peu de recul justement et tout ça, et c'est le truc qui est un peu compliqué dans le sport aussi, je trouve, c'est qu'on est très intransigeant, on oublie un peu pourquoi il est pas bien, parce que Galtier il a pas d'affinité sportive avec lui, donc il préfère mettre Ramos en 10 à la place de lui.
Bah, c'est compliqué quand tu as toujours été numéro 2 de Ntamak, quand Ntamak n'est pas dispo, on te dit ah bah non, en fait, t'auras pas ta chance. Enfin, c'est un peu compliqué. Il a pas été mauvais en soi à la Coupe du Monde, même s'il fait pas des trucs de ouf. Il avait été plutôt bon après sur le tournoi de la saison dernière. Donc c'est un peu compliqué de se voir rétrograder même derrière le numéro 2. Et surtout derrière un joueur dont son poste de prédilection est le poste arrière, quoi. Ouais, mais Jalibert là, il a clairement pas marqué des points. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Voilà, après ce match-là, et puis. Enfin, moi, ça me fait juste trop chier de perdre contre les Anglais. Là, ça aurait pu faire 3 victoires de suite contre eux dans le tournoi, 2 victoires à Twickenham d'affilée. C'est relou. Donc forcément, le Grand Chelem, c'est mort. Est-ce que la victoire finale, quand même, de ce tournoi, on peut aller la chercher en sachant que les Irlandais ont gagné? C'est ça qui fait chier aussi, c'est que dès le deuxième match, en fait, tu avais les rêves de Grand Chelem qui s'envolent. Donc tu es là, bon, il perd un peu de son intérêt déjà le tournoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore la victoire finale à aller chercher. Et là, quand tu regardes le classement, vu qu'on prend le point de bonus défensif contre les Anglais, on n'est qu'à 4 points des Irlandais. On aura une finale chez eux à aller jouer pour la victoire finale dans le tournoi, quoi. Si on arrive à battre, je crois qu'on joue l'Italie la semaine prochaine. Oui, dans 2 semaines. Donc voilà, ouais, ça va être... oui, c'est clairement jouable parce que c'est un accident sur un match. Je pense que le match, tu le rejoues 10 fois, on le gagne 9 fois, même si c'est des phrases que j'aime pas trop parce que c'est cliché. Bien sûr, mais là, on perd d'un point, c'est pas comme si on perdait de 25 points non plus. Après, j'ai vraiment trouvé les Anglais pas très bons et le fait de perdre contre eux, alors qu'ils sont. En fait, j'ai l'impression qu'on était vraiment presque en dilettante, nonchalant. Une pointe d'arrogance presque dans les matchs. Ouais, exactement. Et ça, attention à ça. Et ouais, on s'est vraiment installé dans un faux rythme face aux Anglais là. Et donc avoir la réaction déjà face à l'Italie, va falloir leur mettre une correction si on veut remettre les pendules à l'heure et bien se préparer pour l'Irlande début mars. Et ouais, va falloir sortir un match vraiment énorme et notre meilleure copie pour espérer remporter ce tournoi, quoi. Ouais, effectivement, le match, c'est dans 2 semaines. C'est le dimanche 23 à 16h. Donc, parfait pour passer un petit dimanche après-midi. Une fin de week-end tranquille. Voilà, on débriefera tout ça dans le Poteau Sport Club juste après. On devrait gagner quand même contre l'Italie. Normalement oui. Après la saison dernière était très particulière, mais on avait fait que match nul contre eux. Voilà, les Italiens, ça joue quand même un peu mieux qu'à une certaine époque. Mais ça joue de mieux en mieux, ouais. On est quand même largement supérieur, et si on s'en tient à un peu nos certitudes qu'on a depuis quelques années maintenant, oui, on devrait les battre. Mais bon, on sait jamais. La vérité du terrain est toujours différente. Pour rester dans la défaite, c'était pas prévu, mais j'aimerais qu'on parle un peu des 2 derniers matchs des Spurs, qu'il y a eu cette semaine. Ils perdent les 2 matchs de 1 point sur leur run de 4 matchs, là, où ils étaient censés faire 3 sur 4, c'est-à-dire perdre uniquement contre Boston. T'en penses quoi? Moi, je suis un peu... Alors, c'est pas grave, c'est des défaites que d'1 point, c'est la saison... où on est là pour progresser, construire, mais je me dis, quand même, ces 2 défaites-là, elles vont pas aider pour aller accrocher le play-in. C'est vraiment dommage, surtout face aux Hornets, qui est censé être une équipe à leur hauteur. Et face à Orlando, c'est pas le Orlando du début de saison. Je trouve ça super frustrant, quoi. Super frustrant, même s'il y a des choses positives à en sortir, notamment Fox qui, même si son tir à la fin n'est pas compté, est dans un état d'esprit super clutch. Donc, t'en penses quoi, toi? Ouais, je suis d'accord avec toi que pour cette saison-là, 2024-2025, c'était un vrai tournant. C'est cette petite période où ils avaient 4 matchs, dont 3 contre des équipes vraiment abordables, et qu'il fallait gagner ces matchs-là pour continuer à espérer le play-in. Après, je trouve que les équipes qui sont juste devant eux n'avancent pas forcément très très vite, avec les Warriors ou les Kings, même si les Kings ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques temps. Mais voilà, c'est pas mort pour cette saison, mais je suis quand même pas très, hein. Ça va être très très compliqué d'aller chercher une place en play-in. Et après, là où je vois quand même du positif, c'est que ces 2 défaites-là, ces 2 défaites d'1 point à vraiment pas grand-chose, et que j'aime déjà beaucoup la relation entre Victor et D'Aaron Fox. J'adore aussi. On sent que c'est un joueur clutch qui va apporter son expérience dans les possessions en fin de match, dans les moments très importants. On l'a vu, il est prêt contre les Hornets. Oui, ils perdent, mais
il fait une action juste avant le game winner des Hornets qui est incroyable et où il joue très bien le coup. La fois d'avant, il avait fait ce même schéma de jeu, sauf qu'il l'avait passé à Wemby à l'intérieur. Donc voilà, on sent qu'il y a déjà cette connexion. Et ouais, je trouve ça quand même très encourageant. Alors peut-être pas pour cette saison, mais pour la saison d'après, je pense que ça peut être déjà, alors pas un concurrent au titre, mais une équipe qui va jouer vraiment le haut de tableau et plus une qualification en play-off direct qu'en play-in pour la saison prochaine. Donc du positif, c'est frustrant là sur le court terme, mais quand même beaucoup de positifs sur le long terme, et j'ai hâte de voir cette équipe-là jouer de plus en plus ensemble, trouver des automatismes entre Fox et Wemby et que ça roule, parce que je pense que vraiment il y a un super groupe de jeunes talents encadré par Chris Paul. Puis tu ramènes une doublure au poste de pivot à Victor là-dedans, ça peut faire vraiment très très mal. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça, mais il est un peu tout seul à ce poste. Alors on touche du bois pour qu'il se blesse pas, mais si jamais on est dans une dynamique de victoire, d'aller chercher des play-in, des play-offs dans les années à suivre, ce qui va se passer, et que boum, il a une petite blessure, il est absent 5-6 semaines. Il faut que les Spurs puissent continuer à engranger des victoires. Donc c'est vrai que c'est une bonne question qui devrait se poser. Ouais, bah il y avait Zach Collins, mais qui est donc parti, qui était plus beaucoup utilisé, qui était un peu le remplaçant de Victor, mais qui est parti. Et là, du coup, c'est un mec le Géorgien, là, j'ai oublié son nom, mais qui joue pas. Ah oui. Mamoukashvili, un truc comme ça. Ouais, qui est plus un poste 4 qu'un vrai poste 5. Mais ouais. Mais honnêtement, non, plutôt frustrant, comme je l'ai dit, frustrant sur le court terme. Mais en vrai, je pense que ces Spurs-là, ils vont nous régaler très très vite dès la prochaine saison. On a une bonne nouvelle aussi, il y a Moussa Diabaté qui a signé un contrat, 3 ans, donc on n'a pas le montant. J'espère qu'il a pris le max, on lui souhaite que ça. Mais en tout cas, c'est cool déjà qu'il ait pu signer un vrai contrat, quoi. Ouais, de ouf. Et pour ceux qui connaissent pas Moussa Diabaté, c'est un jeune Français qui est dans sa 3e saison, il me semble, en NBA, et qui fait vraiment de grosses performances dans une équipe qui galère un peu, mais qui fait de grosses performances. Vraiment le joueur de devoir par excellence, j'ai envie de dire, avec beaucoup de rebonds, beaucoup de défense, beaucoup d'intensité, beaucoup de physique. Toute proportion gardée, on se calme, mais toute proportion gardée. On le compare un peu, c'est pour avoir un ordre d'idée, mais à Dennis Rodman, qui était un rebondeur fou, un des meilleurs rebondeurs de l'histoire. Et il a un peu ce registre très physique, un gros rebondeur, mais il sait aussi mettre des dunks quand il faut. Ça doit être un chouette type en plus. Ça a l'air. On dit que du bien de lui. Donc quand tu as des superstars qui parlent bien de toi, c'est flatteur. Celui à qui j'aime bien le comparer un peu, là je me dis que si il se prend un shoot, parce qu'il est vraiment cata au niveau du shoot par contre. C'est-à-dire s'il se prend un shoot. Il améliore son shoot, il me fait un peu penser à Bobby Portis des Milwaukee Bucks, dans l'intensité, le mec qui va hyper un peu tout le monde, qui va sortir du bois, qui va amener une grosse énergie. J'aime bien le comparer à ce genre de joueur. J'aime beaucoup Bobby Portis aussi. Et Anthony Davis qui s'est présenté aux Mavericks comme il se doit, avec une première demi-heure monstrueuse et une blessure direct après, quoi. Ah là là, c'est terrible, hein. Ah ouais. C'est terrible. Nico Harrison, apparemment, qui peut plus se déplacer sans garde du corps. C'est terrible. Ah là là, les gens, ils sont fous. Ouais. Ils sont fous. On passe à la suite ? Allez, trop chaud. C'est qui le meilleur joueur de foot de la planète en ce moment ? RKM, Randall Colomwani, frère. Je m'attendais pas du tout à ça comme réponse. Gros, il est incroyable. Bon, on peut faire une battle entre Kiki et Randall du coup. C'est qui le meilleur des deux en ce moment ? C'est chaud. Bon, c'est un Français dans tous les cas, ça fait plaisir. De toute façon, c'est soit Randall, soit Kylian, soit Ousmane. Non mais c'est dingue quand même. Le pari, c'est tout le temps comme ça. C'est soit oui, effectivement, là Ousmane il est bien, Kiki quand il était monstrueux, quand il y avait Zlatan il était monstrueux. Mais là, des joueurs qui étaient bons avant, qui viennent à Paris, ils sont pas bons, ils repartent de Paris, ça deviennent des machines.
Pourquoi Putain, je suis con, je voulais faire un petit truc en mode, tu sais, chercher un peu des exemples de joueurs comme ça qui avaient fait de la merde à Paris et qui derrière étaient trop chauds, et j'ai oublié de le faire. Mais ouais, ça aurait été intéressant. Mais à moindre mesure, Fabian Ruiz avec la sélection espagnole, qui est une bille à Paris et qui est en Espagne, il gagne l'Euro, quoi, tout simplement. Ouais, et qui est monstrueux. Même Donnarumma. Bon, Donnarumma, ça va mieux ces dernières semaines. Ça va mieux quand même, je trouve. Ça va beaucoup mieux, son jeu de main, son jeu de pied. Non, ça va il pose enfin ses couilles pour sortir sur les corners, quoi. Ouais, puis j'aime bien ces petites cicatrices là sur la joue. C'est depuis qu'il a pris une grande semelle dans la gueule qu'il a fait vas-y, j'en ai marre, maintenant je deviens un bonhomme là. Franchement, ça lui va bien. Ça lui va bien. Il a échappé au pire, hein, mais on peut en rigoler maintenant que ça va mieux. Bah, ça va, arrête de faire le mec respectueux et tout, on s'en fout. Non, moi je parlais de Kylian qui marque but sur but. Ça y est, c'est enfin un joueur du Real Madrid. C'est enfin le joueur que le Real Madrid attendait. Bah, j'ai envie de te dire évidemment, et je pense que tous les gens qui se sont excités dès le début de la saison, ils ont la mémoire courte par rapport, même sans parler de Kylian. Je pense qu'au Real, quand tu as eu des gros changements comme ça, et même très souvent dans les débuts de saison, bah, ils ont besoin d'une petite période d'adaptation, de se remettre dedans. Et dès que tu as les matchs à élimination directe qui arrivent en Coupe d'Europe, c'est là où ça devient une machine à gagner. Et voilà, et c'est ce qu'on l'a vu déjà depuis fin novembre, début décembre, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de mieux. Et ouais, ça fait trop plaisir de voir Kylian marquer quasiment à chaque match, dans un rôle en plus qui n'est pas forcément le sien, parce qu'hier il joue encore, samedi il joue encore avant-centre avec Vinicius à gauche. Ouais. Donc voilà, il se trouve des automatismes dans ce rôle-là. Donc ouais, c'est tout bénef pour le Real, pour lui et même pour l'équipe de France, hein, s'il est amené à jouer numéro 9 un jour. Ouais. Et je trouve qu'il prend ces réflexes-là de numéro 9, tu sais, moins être dans la provocation de dribbler et tout. Je trouve qu'il commence à prendre le pli de ce poste. Ouais. Et contrôle orienté, faire la différence sur juste une touche de balle, de 1-2, des trucs comme ça. Et même vraiment, au-delà de ça, je sais pas si c'est calculé ou si c'est pas calculé, mais forcément, plus le temps va passer, moins il va avoir ses qualités de vitesse. Intelligent comme il est, je me demande si de lui-même, il n'a pas préparé sa reconversion footballistique au niveau du poste. C'est-à-dire qu'il a toujours joué sur le côté. Et forcément, quand tu joues neuf, tu as besoin de moins de qualité de vitesse. Alors, je ne dis pas d'explosivité, mais de vitesse que si tu es sur l'aile. Et c'est pour ça qu'il a eu un petit temps d'adaptation sur ces derniers mois, dernières années. Et effectivement, je trouve qu'il est de mieux en mieux à ce poste. Après, il est au Real. Hein. C'est pas comme s'il était mal servi aussi. Hein. Non, c'est sûr. Mais tu vois... Typiquement au Real aussi, on mettait tous les mots sur lui en début de saison. Il y avait aussi des passes qui n'arrivaient pas tout le temps. Modric qui venait de sortir du 11 et tout ça. Donc il fallait trouver un nouvel équilibre aussi là. Donc voilà, moi on est parti très vite dans Kylian il est fini, Kylian il a plus son niveau d'avant. On l'a jamais dit, hein, nous. Nous non. Mais j'ai entendu beaucoup, notamment sur RMC des prophètes du football là qui. Et des émissions entre 18h et 20h. Je ne citerai pas de nom. Mais j'ai rien dit, moi. Non, mais même au-delà de ça, sur les réseaux, les gens direct, ils s'enflamment. Ouais, c'est ça. Et donc moi, ça c'est ça qui me saoule un peu et pour ça que je suis parti en croisade aussi pour Kylian pendant tout ce temps-là, à l'avoir protégé et défendu coûte que coûte. C'est vrai qu'il était moins bien et là il revient à son état de forme monstrueux et on voit que même ça du coup ça commence à faire grincer des dents un peu autour de Vinicius qui quand il est marqué et qu'il est très fort, il n'y a aucun problème par rapport à ses problèmes de comportement, mais dès qu'il est un peu moins bon, ça redevient un problème et il y a des rumeurs qu'il l'envoie peut-être en Arabie Saoudite, notamment dans pas très longtemps. Ils sont intenables, les Brésiliens, de toute façon. Ouais. Bah, ils aiment trop la fiesta. Hein, oui, bah après, si t'es Ronaldinho sur le terrain, bon, fais la fête, hein, frérot, y a pas de souci. Ouais, après, Ronaldinho a duré 2 ans, quoi. Non, t'abuses. Mais c'est vrai qu'au final, courte carrière. Pas petite carrière, mais courte carrière, dans l'intensité et la durée. Ouais, c'est sûr. Je voulais passer à un autre sujet, c'est le sujet caché. Nouvelle rubrique, improvisée. Alors j'ai pas plusieurs thèmes à te proposer, mais je voulais qu'on parle de Alcaraz un petit peu. Premier titre en indoor. Alors je vais te poser une question bête, mais c'est quoi l'indoor?
L'indoor, c'est tout simplement jouer en intérieur, donc des Voilà. conditions de jeu très différentes parce que la balle va être beaucoup plus vive, beaucoup plus rapide. Il n'y a pas du tout d'influence du vent. Et en fait, ça va être des conditions où Donc, tu vas frapper la balle plus fort, plus vite, tout simplement parce qu'il y a moins de frottement de l'air, de vent, etc. Donc la balle va mieux partir. Et c'est pas forcément là où il est le meilleur parce qu'il a une grande préparation, etc. Et donc, c'est là où j'allais en venir. Donc il y a quand même une vraie différence à jouer en extérieur et en indoor. Donc le fait que ce soit son premier titre en indoor, en plus un ATP 500, il faut le noter quand même, c'est significatif, c'est pas rien même pour un joueur de son niveau, quoi. Non, clairement, c'est un ATP 500 déjà, comme tu l'as dit, donc c'est pas mal de points. C'est un titre sur le circuit, donc ça, c'est toujours bon à prendre, même si lui, il est habitué au Grand Chelem et au Masters 1000. Ouais, c'est à noter parce que Alcaraz, je pense que tu compares à un Sinner qui va avoir un niveau régulier, un niveau moyen très constant. Alcaraz, ça va être beaucoup de haut et de bas pendant la saison. Donc là, et forcément, il va avoir un niveau plus disparate quand on change de surface, quand on cherche, quand on change d'environnement. Alors que Sinner, lui, va être beaucoup plus constant sur toutes les surfaces. Et donc ouais, ça. C'est à noter parce que belle victoire, il sort des mecs qui sont bons en indoor, demi-nord en finale notamment. Donc ouais, très très belle victoire pour Carlito qui était un peu dans le creux de la vague ces dernières semaines et qui là revient bien avec ce titre. Mais comme tu dis, on peut le constater là sur ces 3-4 dernières années, il est très en forme pour la saison de terre, la saison d'herbe, donc aux alentours de Roland-Garros, Wimbledon, et forcément il arrive en forme quand il arrive aux États-Unis. Et pour les ATP 1000, les Master 1000, pardon, qu'il y a autour de cette période. Donc, ouais, très bien vu. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé. Je voulais quand même parler un petit peu de DDP Strickland. Ouais. On s'est fait chier pendant ce combat, putain. Ouais, moi j'ai regardé que ce combat de la carte, pas une carte de fou furieux. Non. Je l'ai trouvé quand même intéressant, notamment pour analyser DDP. On ne sait pas ce qui va se passer si Chimaev ou. Je crois que ça a été annoncé apparemment. Ils savent pas encore, mais apparemment Dana White aurait confirmé Chimaev Duplessis. Ouais, de toute façon. C'était écrit. Tout le monde, les combattants, Dana, font tout pour que ça aille dans ce sens, parce que l'oseille, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Nassour, il va attendre son heure. Juste, moi, je sais pas, c'est un combattant qui aime rester actif. Donc, est-ce qu'il va se chauffer de prendre Strickland si DDP Chimaev est annoncé pour quand même rester actif au risque de perdre, même si je pense qu'il perdrait pas? Ou est-ce qu'il va vraiment attendre, si c'est pas lui qui est directement prétendant au titre, est-ce qu'il va vraiment attendre que ces deux combattent et de prendre le gagnant, quoi? Ouais, ça va être une décision intéressante à suivre. Moi, je serais d'avis à te dire attends ton heure et tout ça, mais je pense que si on lui propose Strickland, il a tellement une haine de Strickland en plus, il va avoir envie de l'éteindre et de prendre sa revanche sur lui. C'est un combattant qui est très actif, 4 combats en 13 mois, 14 mois. Donc il a besoin de s'entraîner, de combattre. Et voilà, c'est DDP, il est impressionnant. Il a une technique un peu brouillonne. Ah ouais, un peu brouillonne, t'es gentil, vraiment. On dirait toi dans la cour d'école quand t'envoies des patates en moulin, là, comme ça. Franchement, c'est presque ça. Ah ouais, il fait trop rire. Mais il fait peur. Ouais. Et il encaisse. C'est un animal. Il a un menton, il a une capacité à encaisser. Tous ses combats, il sort. Il est défiguré, le mec. Mais il est champion. 3e victoire d'affilée. Lui, dans 4 ans. Troisième défense de titre. Dans 4 ans, il se souvient plus de son prénom, lui, je pense. Je crois qu'on a fait le tour du coup. Ouais, là je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est bien. Mais bon, il y a quand même un petit truc à faire avant de rendre l'antenne. Ouais. On va passer au MVP de la semaine. Qu'est-ce qu'on a en MVP Vas-y, dis-moi, t'as des propals ou... Moi j'en ai 2, je peux te les donner et tu me donnes les tiennes après ou... Ouais, vas-y, donne. Alors moi, ma première, c'était LeBron James, parce que j'ai vu une petite stat assez intéressante, qu'il était devenu le plus jeune et le plus vieux
joueur de l'histoire à scorer plus de 40 points dans un match. Donc voilà, il l'avait fait dans sa première saison ou deuxième saison chez les Cavs au tout début de sa carrière. Et là, il vient de le refaire avec les Lakers sur 20 ans, plus de 20 ans de... C'est incroyable. Incroyable. Je l'ai vu cette stat. Alors attention, c'est pas le plus vieux à l'avoir fait parce que Michael Jordan a quelques jours ou quelques mois de plus que lui quand il a fait, mais c'est bien effectivement le plus jeune et le plus vieux à l'avoir fait. Tu captes? Ok, ah oui, ok, d'accord. Oui, je capte. La petite... ok. Subtilité. Mais Ok. c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, donc voilà, pour encore récompenser la carrière de LeBron, la longévité de ce monstre absolu de King James. J'avais envie de le citer dans mes nommés pour le MVP. Et le deuxième, j'en ai déjà rapidement parlé, mais bon. RKM, Randall Colomwani, 5 buts en 3 matchs avec la Juve, gros, c'est incroyable. C'est incroyable en vrai. Après, c'est bizarre parce que le mec, quand il était en équipe de France, il marquait à tous les matchs. Là, il est avec la Juve, il marque à tous les matchs. Quand il était à Francfort, il marquait à tous les matchs aussi. Il n'y a que à Paris. Bah, après, je pense que c'est vraiment juste son style de jeu qui était incompatible complètement avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. Mais c'est dommage, tu vois. Encore une fois, Colomwani, il s'est fait chier dessus par tout le monde. Bah non, c'est juste qu'il y a des... Et en fait, les gens... tu dis chier dessus quand même. Hein. Non, moi je disais toujours, bah ouais, il est pas bon avec Paris. Non, mais moi, je chie sur une personne, c'est Luis Enrique. Oui. Alors oui, ça va mieux en ce moment, mais tu fais quand même, genre, tu mets un mec au placard, tu le donnes en pâture sur la place publique, alors que c'est juste qu'il est pas adapté à toi. Et il y a toujours une histoire de contexte qui est jamais prise en compte. C'est le mec qui marque pas, ouais, vas-y, il est nul à chier, nanana. Non, les gars, il y a plein de trucs. Si le mec il en est là aujourd'hui, c'est que c'est un bon joueur. Et bah voilà, il le prouve. Et je suis vraiment content pour lui parce que voilà, je pense que pour l'équipe de France, ça va faire du bien pour lui aussi de se relancer. Et ça fait toujours plaisir de voir un attaquant français qui performe comme ça, quoi. Ouais, je suis content. Je suis content pour lui aussi. Moi, j'avais mis Alcaraz. Bon, c'est pas un truc de fou furieux ce qu'il a fait, mais à noter. Et comme je t'ai dit en début d'émission, les Eagles, le collectif des Eagles. Moi, perso, je suis chaud parce que c'est mon équipe de toujours. Hop là, je monte la tasse. Moi, je suis chaud de mettre les Eagles en MVP. Fly, Eagles, fly, on the road to victory. Ouais, mais ouais, gros, Cooper, putain de jean, Zach fucking Bone, tout ça, ils ont été monstrueux en défense et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Même si c'est pas du coup un MVP vraiment, on va prendre la performance globale et on va le donner aux Eagles pour ce magnifique deuxième titre lors du Super Bowl. Allez, eh ben c'est validé. Pour finir cette fois, qu'est-ce que tu vas mater cette semaine? Cette semaine, évidemment, on va commencer avec la Ligue des Champions. Hein. Ligue des Champions qui reprend après une petite semaine de pause. Grosse soirée mardi soir, donc demain soir, avec PSG Brest à 19h. 18h45 et ensuite enchaînement avec Real City, donc voilà une petite soirée sympa. On va suivre aussi évidemment Monaco Benfica. T'attends quoi toi un peu de ces matchs-là là, ou t'as un autre match peut-être qui t'intéresse pour la Ligue des Champions? Je vais suivre les clubs français, donc les 3 matchs des clubs français, c'est ça, puisqu'il y a Paris-Brest. Ouais, 2 matchs du coup. Ah ouais, 2 matchs? Bah Paris-Brest et Monaco Benfica quoi. Mais il y a 3 clubs français, mais 2 matchs. Ah oui, mince, désolé, Ouh là là. Mais Lille, il joue pas Lille. Bah ils jouent en 8ème, ils sont dans le top 8. Putain, oui, heureusement que t'es là. Ouais. C'est compliqué. Donc oui, je vais le suivre ça. Toujours de loin ou de près, les Spurs évidemment. Et pas de 6 nations cette semaine. Donc, Ah mais petit All-Star Game en vrai qui me... ouais, oui, pourquoi pas. Oui, alors oui, attends. Je suis d'accord avec toi parce que moi ça me fane là, le fait du All-Star Game, que les joueurs se jouent pas à fond du tout et tout. J'espérais voir un jour le All-Star Game soit revenir à Est contre Ouest, soit internationaux contre Américains. J'aurais trouvé ça très stylé. Là, leur histoire de draft avec 4 équipes dans un mini tournoi, je trouvais ça éclaté.
Sauf que en fait, j'ai vu les équipes et ils ont un peu fait ça. Tu sais, ils ont fait, du coup, ils ont appelé ça une draft, mais en vrai, tout était pipé avant, quoi. Ils ont tout arrangé. Et en gros, tu as une équipe qui est un peu les anciennes gloires sur la fin. Il y a LeBron, Curry. Et Durant et tout ça. Ouais. Tu as une équipe avec tous les internationaux. Donc, tu as Jokic, Victor, Shai Gilgeous-Alexander, etc. Comme par hasard. C'est fou. Hein. Et la draft, elle est vraiment bien faite, hein, quand même. Et du coup, après, tu avais une autre équipe avec les stars montantes, un peu Anthony Edwards, Darius Garland et tout ça. Ouais. Et l'équipe de G-League qui va monter, du coup, après celle qui aura gagné le concours de. G-League ou le Rising Star, tu veux dire En gros, l'équipe qui gagne le Rising Star Challenge entrera comme la 4e équipe du mini-tournoi. Ok. Donc voilà, honnêtement, j'étais pas du tout à fond. Là, je me dis, vas-y, ça va être cool. Il y a une petite équipe, les rookies français en plus dans le Skills Challenge. Donc voilà, des petits trucs à suivre par-ci par-là. Mais bon, ouais, je vais pas être à fond non plus. Je vais pas me faire une nuit blanche comme j'ai fait pour le Super Bowl. mais voilà. Et je m'étais noté un dernier petit truc à mater. Dis-moi. Tu connais ma passion pour le biathlon. Du coup, championnat du monde de biathlon qui commence cette cette passion émergente depuis l'année dernière. Ouais. Mais c'est fou, c'est trop stylé, gros. C'est trop stylé. En plus, on a plein de Français qui sont méga chauds et tout, qui jouent la gagne quasiment à chaque course. Bon, en même temps, il y a deux nations, quoi. Il y a la France et les Norvégiens, quoi. C'est pas faux. Mais en vrai, c'est très stylé. Je trouve que le format des courses est vraiment agréable à regarder et prenant. Donc voilà, je vais me faire des petits plaisirs biathlon, des petites sucreries biathlon pendant la semaine là. Au top. Je crois qu'on a fait le tour. Cette fois, c'est bon. Je te laisse conclure. Bah écoute, merci à toi, mon Johnny, d'avoir été là. Encore une fois, fly, Eagles fly. On est sur le toit du monde jusqu'à l'année prochaine. Donc ça régale. Voilà, encore une fois, merci Saquon, merci Jalen. Vous m'avez régalé hier soir. Et merci Johnny d'avoir partagé ce petit podcast avec moi ce matin, quoi. Ça fait super plaisir. Allez, ciao l'équipe et à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Oh. Nous casser les couilles là. Ah là, on est bien.